Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour ce dernier avis et analyse de la saison 3 de La Roue du Temps. On est arrivé au final de la saison, c'est très excitant, c'était un épisode extrêmement intéressant et très intense. Et on va en discuter dans les détails dans quelques secondes. Avant de commencer, je voulais juste mentionner deux petites choses. Tout d'abord, je veux remercier infiniment Cubertoy, qui est la personne qui fait tous les visuels un peu compliqués sur cette chaîne, notamment Nell, donc le petit personnage que vous voyez pendant toutes ces vidéos, et qui fait aussi mes fonds. Donc là, le fond avec la roue, c'est lui qui l'a fait. La même chose sur les anneaux de pouvoir, il m'a fait un super fond, super joli, que j'adore pour les anneaux de pouvoir. Et sans lui, cette chaîne n'existerait pas, donc je veux le remercier infiniment, je ne le fais pas assez souvent, donc je voulais le faire au moins sur cette vidéo. Merci 1000 fois à lui. Ces infos sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez le contacter. Et mon deuxième point, c'était que je voulais rappeler, à moi-même ainsi qu'à vous tous qui avez lu les livres, que la qualité d'une adaptation ne dépend pas de la fidélité à l'œuvre d'origine. Je sais que des fois c'est un peu difficile. On a envie, si on a aimé une œuvre, un livre, une BD, peu importe, une œuvre originale et qu'elle est adaptée au cinéma ou à la télévision, on a envie que ce soit le plus fidèle possible. Moi, la première. Mais en vrai, comme on a des médias complètement différents, une série télé, un film, une BD, un livre, des œuvres totalement différentes qui ne fonctionnent pas de la même façon, on peut pas forcément être fidèle, et parfois, les artistes qui sont impliqués dans l'adaptation ont aussi leurs idées à eux propres, qui peuvent être très mauvaises, ça arrive, et parfois qui peuvent être meilleures. On a des exemples où l'adaptation est meilleure que l'œuvre d'origine. C'est important de se souvenir, et évidemment, j'en viens au point qu'il y a beaucoup de différences dans cet épisode. La saison 3, en globalité, a pris quelques libertés assez larges, cet épisode en particulier, et j'essaye, et j'espère que vous tous qui regardez, vous avez la même démarche, j'essaye de me concentrer sur est-ce que cet épisode était bon, est-ce que cette saison était bonne, est-ce que cette série est bonne, et pas est-ce que c'est fidèle au livre. C'est intéressant de comparer la façon dont l'histoire est racontée par Robert Jordan à l'origine, et comment elle est racontée maintenant par les scénaristes de cette série, et de voir qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé, comment est-ce qu'ils ont contourné certaines difficultés, etc. Mais c'est pas parce que ce n'est pas fidèle que c'est mauvais. En tout cas, c'est pas la raison pour laquelle un épisode serait mauvais ou bon, en fait. C'est ça mon point. Bref, tout ça pour dire que on a un épisode qui prend beaucoup de liberté par rapport au livre, de grosses libertés par rapport au livre, on en parlera beaucoup à la fin de cette vidéo, mais je pense que c'était un excellent épisode, je pense que c'était une excellente saison, c'est la meilleure saison des 3 saisons qu'on a eues pour La Roue du Temps, et malgré ses infidélités, quel épisode extraordinaire, vraiment. On va regarder comme d'habitude l'épisode lieu par lieu, pour faciliter la vie de tout le monde, et on va commencer à Tanchico. À Tanchico, on commence par voir Moghedien qui retourne voir Liandrine et les autres sœurs de la Jet Noire, et Moghedien donne à Liandrine le bracelet qu'elle a piqué à Nynaeve, ce qui fait que maintenant, Liandrine a les 2 bracelets nécessaires pour attraper un homme qui utilise le pouvoir, à condition qu'elle trouve le collier. Moghedien, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment l'un des points les plus intéressants de cette saison, que j'avais pas vu venir. On l'avait vu à la fin de la saison 2 et elle commençait déjà à être assez flippante, mais là pendant toute la saison, elle est cette espèce de menace subtile et perverse qui se balade derrière tous nos personnages. C'est absolument flippant et c'est génial. L'actrice fait un boulot de dingue et la façon dont elle est habillée, la façon dont elle parle, ses doigts noirs, etc. Tout fonctionne à la perfection pour qu'elle soit le plus creepy possible. C'était une masterclass de personnages flippants et j'ai hâte de la voir en conflit ouvert avec quelqu'un, genre en combat avec quelqu'un. Ce sera forcément très intéressant. On voit aussi dans cette scène une des sœurs de la Jet Noire, dont j'ai plus le nom, qui joue avec un terangréal, un des objets, des artefacts qu'ils ont piqué à la Tour Blanche, qui est un bâton. Et Liandrine lui dit « Arrête de faire ça, ce terangréal peut créer du malfeu », du Bellfire en anglais. Et en tant que lectrice du livre, j'ai été particulièrement excitée d'entendre le mot Bellfire ou Malfeu, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans le livre, et c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Donc en effet, voir une sœur de la Jet Noire juste jouer avec le truc comme ça, c'est terrifiant. Dans tous les cas, maintenant qu'elles ont les 2
bracelet, elles vont partir à la recherche du collier qui est donc dans le palais de la ville. Et elles partent et elles sont repérées par Nynaeve et Matt qui étaient en train de manger des nouilles à côté. J'adore la scène des nouilles. C'est des petites scènes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont pas nécessaires et je trouve que des fois il y a certains films et certaines séries qui ne les incluent jamais, ce genre de petits moments qui n'apportent rien à l'intrigue, qui sont juste deux personnages en train de manger un repas et de rigoler ensemble. Et ça construit les choses. C'était quelque chose que je reprochais beaucoup à l'adaptation de Percy Jackson de Disney de Disney+, qu'on a eu là il y a quelques mois. C'est qu'il n'y avait jamais aucun moment où les personnages juste prenaient du temps pour discuter pas de sujets qui avaient rapport avec l'intrigue, mais juste de parler de nourriture, d'un film qu'ils auraient vu, de quelque chose de très banal et mondain. Et du coup, je trouvais que c'était très artificiel, les relations que les personnages avaient entre eux. La Roue du Temps, ils ont réussi à nous inclure tout un tas de petits moments qui rendent ces personnages plus réalistes et qui rendent les relations surtout qu'ils ont entre eux, c'est-à-dire qu'on comprend. Juste cette petite scène nous rappelle que Nynaeve et Matt, ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont beaucoup interagi ensemble et ils sont très potes, même s'ils ont des personnalités très différentes, mais c'est des gens qui ont grandi ensemble. Du coup, j'aime beaucoup ce petit moment, c'est vraiment minuscule. Ils repèrent donc Liandrin et ses sœurs qui vont vers le palais, ils vont les suivre, et on a donc notre groupe, notre quatuor infernal. Je les adore, les quatre, ils fonctionnent tellement bien ensemble. Donc Matt, Nynaeve, Min, Elaine, et ils sont accompagnés par Tom, donc ils sont maintenant 5 en vrai, qui se décident donc de suivre Liandrin et son groupe dans le palais, et tout le monde va partir à la recherche de ce fameux collier. Nynaeve et Elaine ont un avantage par rapport aux autres, c'est qu'elles savent à quoi ressemble un de ces colliers, et ce qui n'est pas le cas de Liandrin, on le découvrira après. Ils se divisent en 3 groupes que j'ai trouvé assez peu logiques d'un point de vue de la répartition des forces, mais qu'ils ont voulu pour avoir des interactions entre ces personnages. On a Min et Matt, on les adore ensemble, donc c'est logique, mais je trouve ça étonnant qu'ils n'aient pas gardé une canalisatrice avec eux. Ces 2 personnages qui, face à des Aes Sedai qui sont des suppôts des ténèbres, n'ont pas beaucoup de chance. Ouais, il y a des grandes chances que tu te fasses trucider. Nynaeve toute seule, pareil, un peu étrange, mais encore une fois, c'est logique pour la progression de l'épisode, donc je suis pas fâchée. Et Tom et Elaine, qui est un très bon groupe parce que ça permet à ces 2 personnages d'avoir des discussions. Et d'ailleurs, on va commencer avec eux pendant qu'ils cherchent le collier dans ce palais qui est un espèce de labyrinthe obscur, très peu éclairé et flippant. Ils discutent un petit peu de l'enfance de Elaine, puisque Tom nous a dit qu'il avait passé du temps à la cour, et donc il se rappelle de Elaine quand elle était petite, et il lui dit notamment que elle est partie quand elle avait à peu près 5 ans, et Elaine mentionne le fait que c'est juste avant que le seigneur Gabriel, le consort de sa mère, arrive au palais. Et Tom, heureusement que Tom est là, Tom lui dit que c'est pas possible, parce qu'il a gardé un œil sur la cour, et que s'il y avait eu un nouveau consort qui était aussi important que celui-là, il l'aurait su. Et donc il lui dit, c'est grave ce qui se passe, c'est pas possible que cette personne-là ait été là depuis 10 ans, 15 ans. Quelqu'un a changé tes souvenirs, ta mère est en danger, et le trône d'Andorre est en danger, parce que seul un rejeté pourrait faire quelque chose d'aussi drastique. Ce qui est très intéressant, le fait qu'il mentionne que le trône était en danger, le trône d'Andorre est en danger, est particulièrement intéressant, parce que c'est quelque chose que Nynaeve lui avait demandé quand Elaine considérait potentiellement retourner à Andorre pour suivre sa mère, parce que sa mère était inquiète, etc. Et Elaine et Nynaeve ont une discussion, et Elaine mentionnait le fait que sa priorité, ça devait être le trône d'Andorre. Et Nynaeve lui avait dit, oui, mais là, le trône d'Andorre, il est pas du tout en danger, tout va bien. Donc là, le fait que Tom dise, non, il y a un danger très réel, très immédiat pour ta mère et pour le trône, je pense que ça aura une influence sur la prochaine saison. Si on a une prochaine saison, Amazon, renouvelle la Roue du Temps, s'il te plaît. Ce sera passionnant à voir, et ce sera intéressant de voir à quel point est-ce que Elaine croit Tom, qui est un gars qu'elle vient juste de rencontrer, avec qui elle s'entend bien, clairement, mais qui fait des accusations très étranges, et comment est-ce que tu combats Gabriel, qui s'est incrusté dans la tête de tous les gens qu'il voit. J'aime aussi le fait que ça nous rappelle que Ravin, donc qui est le seigneur Gabriel, a seulement pu changer les souvenirs des gens qu'il a vus. Donc tous les gens qui ont une connexion avec la cour d'Andorre, mais qui n'y sont pas allés ces 6 derniers mois, n'ont pas été influencés par Ravin. Bref, ça promet des choses très intéressantes pour la suite. Ça pose aussi des questions, enfin,
Elaine pose aussi une question qui est très intéressante et auquel on ne pourra faire que des suppositions, sauf si vous avez lu les livres, qui est comment ça se fait que Tom, qui est juste un troubadour qui se balade dans le monde de la Roue du Temps, connaisse aussi bien Elaine, comment ça se fait que Morgase, donc la reine d'Andorre, ait laissé un chanteur passer du temps avec sa fille, qui est la princesse d'Andorre, la princesse héritière d'Andorre, et quelle était la relation que tous ces gens avaient entre eux. C'est des très bonnes questions qu'il faut se poser. Et qui sont très intéressantes, et j'adore Tom, j'adore tellement Tom, et la suite de cette scène va nous prouver à quel point j'ai raison d'adorer Tom, parce qu'ils se font attaquer par la psychopathe des Sœurs de la Jet Noire, qui a le fameux terrain-gréal, donc il peut faire du mal-feu, qui peut créer du mal-feu, donc du Bellfire, et Tom dit à Elaine de fuir, de retourner à Andorre, parce qu'elle doit se préoccuper de ce problème avec Ravin, enfin avec Gabriel, et il veut la protéger à ce moment-là, et Elaine part en courant, et Tom se relève, fait face à cette psychopathe de la Jet Noire, avec des couteaux, qui est, quand tu fais face à quelqu'un qui peut utiliser le pouvoir assez limité, il est trop cool, il est trop classe, j'ai adoré ce moment. La sœur de la Jet Noire a beaucoup de difficultés à gérer l'arme qu'elle utilise, elle n'est pas du tout capable de la maîtriser, ou en tout cas pour l'instant elle n'est pas capable de la maîtriser, ce qui fait que Elaine parvient à l'attaquer par derrière et à récupérer le fameux terrain-gréal, et elle va utiliser, super moment extrêmement badass pour Elaine, elle va utiliser donc ce terrain-gréal pour tuer la sœur de la Jet Noire avec du mal-feu, et elle va détruire l'existence même de cette personne. Le mal-feu, le Bellfire, ça n'a pas été expliqué vraiment ce que ça fait pour l'instant dans cet épisode. Du coup, je sais pas si c'est du spoiler de rentrer dans une explication, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ils l'ont visualisé. La seule chose qu'on peut dire sans rentrer dans les détails de pourquoi c'est quelque chose d'aussi horrible et terrifiant, c'est qu'on a vu la silhouette de la sœur de la Jet Noire se reconstruire derrière elle comme si on remontait un petit peu le temps et ensuite s'évaporer, et ça donne une bonne idée, je trouve, de ce que peut faire le mal-feu, et on le verra probablement dans le futur à nouveau. Accessoirement, ça donne une arme extrêmement puissante entre les mains de Elaine à ce moment-là. Alors potentiellement, son plan, c'est de retourner à Tar-Valon et de rendre cette arme. Mais potentiellement aussi, vu ce qui se passe à Tar-Valon, ça se peut qu'Elaine garde un petit peu cette arme dans le futur, ce qui la rendrait assez redoutable, sans aucun doute. J'ai beaucoup aimé ces petits moments entre Tom et Elaine, c'était des très belles scènes, avec des dialogues, du lore, un peu de teasing pour ce qui va se passer dans la suite de l'histoire pour le personnage d'Elaine. Ça nous montre à quel point c'est une femme assez redoutable, non seulement dans son utilisation du pouvoir, mais maintenant avec son arme. Ça nous montre aussi qu'elle n'a pas peur d'attaquer des gens, de tuer des gens dans ce cas-là précis, même si elle savait peut-être pas ce qu'allait faire cette arme-là, ou cet artefact-là. Je devrais pas l'appeler une arme, mais bon voilà. Et c'est vachement intéressant, c'était un beau duo qui s'est construit il y a quelques épisodes avec Elaine qui chantait une chanson et qui se termine dans un moment super classe pour les deux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un très beau moment. Le deuxième couple qu'on a, c'est Matt et Min. Matt et Min qui donc cherchent aussi le collier de leur côté. J'aime beaucoup la relation entre ces deux, ils fonctionnent super bien, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais vraiment c'est une belle amitié qu'ils ont les deux. Et alors qu'ils se baladent dans l'espèce de foutoir qu'est ce palais, Matt va voir un étrange portail rouge qu'on a déjà vu dans cet épisode et qu'on a déjà vu dans le premier épisode de la saison d'ailleurs, qui est le même genre de portail qu'il y a à Tar-Valon. On l'a vu utilisé par Elaida dans le prologue de ce dernier épisode, et on l'avait vu très rapidement dans le premier épisode de la saison 3. Et Matt fait un commentaire genre « Ah, ça a l'air intéressant ça !» et accidentellement, plus ou moins, traverse le portail et disparaît de la pièce, devant les yeux horrifiés de Min, et il réapparaît dans une pièce très étrange qui est couverte de cadavres, d'eau, de choses horribles partout, et une créature étrange apparaît face à lui. Oh, j'étais tellement heureuse de voir ce moment magnifique, j'adore. J'aime les créatures magiques. Et la roue du temps, dans le monde de la roue du temps des livres, il y en a plusieurs des créatures magiques. On a évidemment les Ogier qu'on a vus dans la série. Il y avait les mines qu'on avait dans les flashbacks de Ruidan, de Rand, mais qu'on n'a pas vu dans la série, ce que je trouvais très dommage. Et on a les elfines. Et on en a d'autres aussi, mais on va parler des elfines là, qui sont des espèces de créatures renards, qui sont très étranges.
La Roue du Temps, c'est pas forcément une de séries où il y a beaucoup de créatures magiques. C'est pas Donjons et Dragons. Mais les quelques-unes qu'on a sont vraiment intéressantes. Et celle-là, elle est fascinante. J'ai adoré la prosthétique et le maquillage et le costume de cette créature. J'ai vu des gens faire de la suggestion que c'était des effets spéciaux. Potentiellement parce que la lumière qu'ils ont choisie pour donner un espèce d'effet très étrange donne l'impression que c'est des effets spéciaux, mais on a des images de making-of, c'est du maquillage, c'est un masque, c'est avec du maquillage, des prosthétiques, etc. Donc c'est un vrai gars qui est dans le costume, et je l'ai trouvé super réussi, très flippant, très étrange, ce qu'on aime, et Matt est complètement paumé, perdu, il sait pas ce qui se passe, il est flippé, normal. La créature commence à lui parler dans la vieille langue, que Matt comprend d'ailleurs, puisqu'il a ses souvenirs dans son cerveau, etc. Et ensuite, il passe dans la langue commune, et il commence à demander à Matt ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et j'ai adoré les réponses de Matt, que Matt comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas qu'en gros, la créature en face de lui, c'est une espèce de fée bizarre qui lui demande d'exprimer ses vœux. On va dire, c'est comme... on est dans Aladdin, t'as le droit à 3 vœux, sauf que c'est un Aladdin tordu, pas possible, et qu'il y a un prix à payer, évidemment. Non, c'est pas drôle. Il juste réagit comme Matt, qui dit que ce qu'il désire le plus au monde, c'est de plus être emmerdé par toutes les forces magiques de la planète, parce qu'il en a marre du pouvoir de l'unique, il en a marre de s'en prendre plein la gueule. Et l'elfine lui regarde et lui dit « Ok ». Et ensuite, la créature lui dit « Tiens, il y a des souvenirs dans ta tête qui ne sont pas les tiens, on peut t'en débarrasser. Matt est là, vraiment, vous pouvez me guérir, parce que lui, il souffre depuis le début de la saison, là, il souffre vraiment de tous ces souvenirs qui lui ont détruit le cerveau. » Et la créature dit « Ok ». Et lui demande ensuite d'exprimer un dernier besoin, un dernier désir. Et Matt, vraiment excellent, lui dit « Je veux sortir d'ici tout de suite, c'est ça ce que je veux là, tout de suite ». J'adore le fait que Matt, dans une situation absolument terrifiante et horrifiante et catastrophique, où il ne sait pas où il est, il ne sait pas qu'est-ce qu'est la créature devant lui, potentiellement il se dit qu'il va mourir, il a passé son temps avec Mine qui arrête pas de voir des visions horribles avec lui, il a vraiment pas eu une bonne année, ok ? Et là, il est face à cette créature, et juste il pète un plomb et il gueule qu'il en a marre, qu'il veut plus jamais avoir de la magie autour de lui, ça le gonfle, et qui veut pouvoir juste partir de ce truc bizarre dans lequel il est tombé. L'elfine accepte donc ses 3 vœux, ou lui dit que ses 3 vœux sont exaucés. Il lui dit que c'était très intelligent de sa part d'avoir demandé comme dernier vœu de sortir du lieu. On se doute que s'il ne l'avait pas demandé, potentiellement il aurait rejoint les cadavres qu'il y a dans la pièce. Et par contre, il lui dit « Mais t'aurais dû négocier le prix de ses vœux. » Parce que maintenant, c'est l'elfine, c'est la créature qui va décider pour lui. Et la suite, c'est que Matt est renvoyé de l'autre côté du portail, mais il se retrouve pendu. Il est pendu, sur la photo je l'ai pas là, mais si vous regardez la scène, il y a quelque chose qui ressemble à une lance. Je vais rester très flou sur tous les détails parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont aller exactement dans la série par rapport au bouquin, mais il y a quelque chose qui ressemble à une lance qui est plantée sur le haut du portail, et il est pendu à cette lance. Et donc, il est en train de mourir pendu. À ce moment-là, il y a la sœur de la Jeanne Noire qui est en face. Et heureusement, Mine arrive, elle assomme la meuf de la Jeanne Noire et réussit à faire tomber Matt et elle le sauve. Et on voit plusieurs choses se passent à ce moment-là. La première, c'est que Matt a maintenant autour du cou un pendentif en forme de renard. La série a fait en sorte qu'on le voit bien, elle a fait un zoom dessus, etc. Et que quand il se réveille enfin face à une Mine très soulagée, il se souvient pas vraiment de comment il est arrivé là, et il semble avoir perdu tout un tas de souvenirs par rapport à sa propre vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'elfine a pris sans doute les souvenirs, que Matt dit aussi qu'il entend plus les cris et tout ça qu'il entendait avant. Donc l'elfine a clairement pris ces souvenirs-là qui lui appartenaient pas, mais potentiellement au passage a aussi pris un certain nombre de souvenirs de Matt. Dans les livres, cette histoire se passe un petit peu différemment. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. Les vœux sont à peu près les mêmes, ce que j'aime beaucoup. C'est vraiment dit de la même façon. Il fait pas vraiment des vœux réfléchis, juste il gueule qu'il en a marre, en gros. Que j'aime beaucoup de la part de Matt. Et je comprends, il a vraiment pas eu une année facile. Plus qu'une année d'ailleurs à ce stade-là. Mais il y a des différences qui font que je sais pas vraiment où ils vont aller avec l'histoire des souvenirs de Matt.
et je serais très curieuse de voir comment ça va se développer dans la suite. Matt et Min, pour leur arc dans la saison, puisqu'ils ont globalement été ensemble quasiment tout le temps, c'était assez intéressant. Ils n'ont pas beaucoup avancé, c'est-à-dire que Matt, globalement, on a le stade du début où il est bloqué avec ses souvenirs et il veut se guérir pour pouvoir aller... Enfin, il veut pouvoir aller mieux, en gros, parce que là, il est vraiment dans un état pas bien. Et là, on a cette conclusion-là dans cet épisode, donc ils n'ont pas énormément progressé pendant toute la saison, mais ça nous amène vers quelque chose qui va être vraiment intéressant. On a aussi Min qui était au service de Swan Sanche et des Aes Sedai, et vu ce qui se passe à Tar-Valon, ce sera très intéressant de voir où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va faire. Elle aussi, elle est un peu comme Matt, elle déteste son pouvoir, elle voudrait pouvoir s'en débarrasser au point où elle a bossé avec Ishamael, etc. Donc je suis assez curieuse de voir vers où va aller leurs histoires, et j'ai beaucoup aimé les voir dans cette saison, donc c'est vraiment un duo qui fonctionne bien. Et Matt, quelle scène, magnifique scène, j'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène parce qu'il y avait tous les éléments, j'avais une créature magique, ce que j'aime, j'avais des magnifiques prosthétiques, un magnifique costume pour cette créature, et en face il y avait juste Matt et l'acteur qui jouait à 1000%, l'agacement, le ras-le-bol de ce personnage, d'en avoir marre de se faire traîner par des Aes Sedai de son village, de se faire attaquer par des Trollocs, de perdre des amis, de se faire enfermer par des Aes Sedai, de se faire maudire par une dague. Il en a marre, il en peut plus, et ça se ressentait tellement à ce moment-là. J'ai adoré, c'était très bien. Et enfin, la dernière personne de ce groupe à Tanshiko, c'est évidemment Nynaeve, qui va réussir à trouver le collier que Liandrin n'a pas repéré, et elle va sortir du palais, mais ne suivant pas son propre conseil, puisqu'elle avait dit aux autres, si vous trouvez le collier, vous le prenez et vous partez loin, tout de suite. Vous ne restez pas là à attendre les autres. Mais Nynaeve va attendre un petit peu pour voir si le reste du groupe sort, et elle va se faire attraper par Liandrin, qui va la capturer. Je vais faire un commentaire que je fais pas très souvent, parce que soit je le vois pas, soit je m'en fous la majorité du temps. J'ai trouvé que la chaîne, l'effet spécial était pas très joli. Bon, c'est peut-être juste moi, mais bon voilà. D'habitude, j'ai les effets spéciaux dans La Route du Temps, je les vois pas trop. Ce qui est un bon signe, ça veut dire que soit j'étais trop pris dans la scène pour que je fasse attention, soit ils sont suffisamment bons, ce qui est, je pense, la majorité du temps, ils sont tout à fait corrects. Et là, j'ai trouvé que la chaîne, elle fonctionnait vraiment pas. Je sais pas pourquoi, bref, c'est un détail vraiment pas intéressant. C'est vraiment un tout petit détail minuscule qui n'a aucune influence sur le reste de la scène, qui est génial. J'ai adoré que ce moment et ce vers quoi on va aller soit entre Liandrin et Nynaeve. Parce que Liandrin et Nynaeve, elles ont une relation particulièrement intéressante depuis la saison 1, mais surtout dans la saison 2, où elles ont beaucoup interagi ensemble, parce que Liandrin est intéressée par le pouvoir incroyable que possède Nynaeve, et Nynaeve avait envie clairement d'aider Liandrin, de sortir Liandrin de son vœu avec les ténèbres, en gros, même si au début elle ne le savait pas, mais il y a clairement eu une relation qui s'est construite entre ces deux femmes que je trouve particulièrement intéressante. Et donc là, on voit Nynaeve qui essaye une dernière fois de lui dire que tout n'est pas foutu et que potentiellement elle peut retourner vers la lumière. Mais Liandrin, évidemment, l'ignore. Elle dit une phrase assez horrible qui dit que la seule chose qu'elle regrette, c'est de ne pas avoir laissé l'homme horrible de son enfance noyer le bébé qu'elle a eu, parce que son fils était un peu une faiblesse pour elle, ce qui est évidemment assez horrible à dire. Et elle dit que là, elle est sur le point d'aller devenir une rejetée elle-même, j'en doute fortement, mais bon voilà, c'est beau d'avoir de l'espoir. Et que elle va être reconnue comme la femme qui a tué l'une des plus puissantes canalisatrices qui ait jamais existé depuis l'âge des légendes. Et elle va donc balancer Nynaeve dans l'eau, lestée et attachée par la chaîne. Et Nynaeve va rester un petit moment à se noyer sous l'eau, et elle va entendre la voix de sa fille qui n'existe pas, la fille qu'elle a vue dans son test d'accepter, et elle va s'entendre, elle, qui donne des conseils à sa fille, qui lui dit de ne pas avoir peur, de respirer, etc. Et Nynaeve, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai interprété la scène, va écouter ses propres conseils, et va réussir enfin à soit accepter son pouvoir. Je pense que c'est ça dans la série. Dans les livres c'est un petit peu différent, mais je pense que dans la version de la série, c'est elle accepte enfin son pouvoir, et elle accepte que ce qu'elle nous avait dit il y a quelques épisodes, c'est qu'elle avait peur de ce pouvoir. Et là, enfin, elle l'accepte. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai lu ce moment et cette scène-là. Et elle commence donc à canaliser, elle se débarrasse de la chaîne, et elle va séparer les eaux à la Moïse. Mais super badass, cette scène est tellement belle, la musique est splendide, ça fonctionne à la perfection. Elle va sortir du fleuve en marchant, et on a ce moment à la fin
qui se concentre sur son visage où on voit des tonnes d'émotions qui la traversent, parce qu'elle a enfin brisé son blocage, ce qui veut dire que potentiellement la suite de cette histoire voudra dire Nynaeve avec des pouvoirs. Et ça, c'est trop cool et excitant et ça promet des choses très intenses. Et j'ai beaucoup aimé le fait que sur son visage, on voit de la joie, de l'extase, de la peur, on voit tellement d'émotions. Cette actrice a tellement bien maîtrisé ce moment qui est tellement important pour ce personnage parce que c'est aussi la fin d'un de ses arcs particulièrement importants depuis le début de la saison et toute la saison 2. Elle était incapable de canaliser et on voyait plus le temps avançait, plus elle se sentait impuissante et inutile. Et c'est au point où, alors qu'elle, probablement de tout le groupe des deux rivières, celle qui déteste le plus les Aes Sedai, elle décide en début de saison 3 de rester à Tar Valon pour essayer de briser ce blocage qu'elle avait. Et ça n'a pas fonctionné évidemment à Tar Valon, et ça fonctionne là maintenant, quand elle avait plus personne d'autre autour d'elle sur qui compter, elle avait que elle, et elle trouve enfin le déclic pour la débloquer, et c'est magnifique, j'ai adoré ce moment. Nynaeve, c'est un de mes personnages favoris, et c'est vrai que en saison 3, pour l'instant, elle n'avait pas fait grand-chose, et du coup, j'étais très heureuse qu'il y ait ce moment-là pour elle, qui à nouveau prédit des choses plutôt cool pour la suite de l'histoire. Magnifique moment. On finit l'intrigue de Tanjiko avec Liandrin qui est donc retournée où elle reste en ce moment, et elle est visitée par Moghedien. Et cette fois-ci, il y a une compréhension de la part de Liandrin qui comprend que Moghedien est Moghedien, et elle va lui parler de son plan pour devenir une rejetée, et elle lui propose un marché qui serait notamment de bosser ensemble, et elle sous-entend, enfin non, elle sous-entend pas, elle le dit de façon très directe, que Moghedien actuellement est la plus faible en termes de pouvoir de toutes les rejetées, et que si elle accepte que Liandrin rejoigne le groupe, on va dire, Liandrin serait la plus faible. Du coup, Moghedien gagnerait en stature. On n'a pas vraiment de conclusion sur ce que veut faire Moghedien à ce stade-là. Je doute fortement qu'elle soit du genre à bosser en équipe avec Liandrin, mais potentiellement elle va la garder pour faire des petites tâches à droite à gauche, peut-être pour avoir des informations, et notamment à ce moment-là, elle récupère les bracelets et le collier que Liandrin avait trouvé, et c'est... Ouais, Moghedien, elle est tellement flippante, ça fonctionne bien, je l'ai déjà dit, mais voilà. Ça termine l'intrigue de Tanjiko, qui était une des intrigues de la saison 3 que j'ai particulièrement appréciée. Je l'ai trouvée très efficace, très bonne. Moghedien est flippante, c'est sans doute le gros point fort de cette intrigue, qui est que ça nous construit ce personnage, cet antagoniste, qui est très différente de Lanfear ou de Ishamael, mais tout aussi redoutable mais dans une ambiance complètement différente. C'est passionnant de la voir. J'ai évidemment adoré le déblocage de Nynaeve, j'ai adoré les dernières scènes avec Matt, et en général, je trouve que cette partie-là de l'intrigue fonctionne vachement bien en termes de relations de personnages. Entre Elaine et Tom, entre Min et Matt, entre le groupe de héros là qu'on a en particulier, et même les méchantes qui... Leur façon d'interagir, ça nous informe vachement sur où sont les forces et les faiblesses de chacun. J'ai trouvé ça bien fait et super intéressant. J'ai beaucoup aimé cette intrigue-là, et j'ai hâte de voir la suite pour tous ces personnages. On va ensuite aller faire un tour à Tar Valon, et on commence avec un flashback d'il y a 10 ans, où on voit l'élection de Siuan Sanche en tant qu'Amerlin, et on voit aussi Elaida, qui clairement est allée voir les Elfines aussi, ou autre. En tout cas, elle est aussi allée dans ce portail rouge, et elle est ressortie avec des informations. Elle pensait clairement à ce moment-là qu'elle allait être élue, et elle semble très surprise de ne pas l'être, et très vexée et blessée de ne pas l'être. Mais donc Siuan Sanche devient la siège d'Amerlin, et dans le présent, elle essaye de suivre la recommandation de Moiraine en essayant de convaincre les gens qu'il faut suivre Rand, qu'il faut se joindre à lui. Mais même sa gardienne des chroniques, Leane, qui est son plus grand support à Siuan, n'y croit pas vraiment encore, et elle lui dit qu'elle doit convaincre les gens, qu'elle peut pas juste déclarer qu'il faut soutenir le dragon réincarné, qu'il faut d'abord les convaincre un par un. Elle doit notamment convaincre Leane elle-même, qui n'est pas 100% vendue sur la chose. Et Siuan, globalement, elle dit qu'ils n'ont pas vraiment le temps, et qu'il faut avancer et qu'il y a urgence. Et ouais, on sent que c'est pas la joie à Tar Valon. Leane mentionne aussi le fait qu'il y a 8 sœurs rouges qui sont parties de la tour très récemment, et elles semblent toutes les deux s'inquiéter sur le fait qu'elles vont peut-être essayer d'aller s'en prendre à Rand. Du coup, Siuan envoie plusieurs sœurs dans lesquelles elle a le plus confiance à leur poursuite, pour donc les arrêter et les ramener à la Tour Blanche.
De son côté, Elaida prépare son coup, on la voit donc s'habiller et tout ça, c'est une madame très impressionnante, qui a une carrure et une présence assez impressionnante, et on sent à ce moment-là donc qu'il y a quelque chose qui se prépare. On le voit notamment avec Verine et le groupe de sœurs qu'a envoyé Siuan attraper les Aes Sedai de la Jarre Rouge, et celles-ci, globalement, font comprendre qu'elles sont là pour attirer des personnes de confiance de Siuan en dehors de la tour, pour les laisser éloigner. On comprend donc que c'est un piège qu'Elaida met en place pour préparer son coup, fameux coup qui est donc que Siuan est accusée d'être un suppôt des ténèbres, et elle et Liane sont attaquées par Elaida et ses soutiens. C'est une scène que j'ai bien aimée, principalement parce que l'actrice qui joue Siuan Sanche et l'actrice qui joue Elaida sont excellentes et vraiment fascinantes à voir. Le petit reproche que j'ai à faire avec tout ce qui va se passer à Tar Valon, on va discuter juste après, c'est un peu le même reproche que je faisais pour l'intrigue de Deux-Rivières dans l'épisode précédent, qui est que je trouve ça manque de construction. On nous a introduit Elaida en début de saison, et on a vu à droite à gauche faire des petits trucs, mais globalement, on nous l'a présenté encore assez faible en termes d'influence à la tour. Et là, d'un coup, elle a réussi à retourner tout le monde, et on n'a pas vraiment... J'aurais aimé voir les machinations, les intrigues politiques de Tar Valon avant qu'on arrive à ce stade très impactant et très important pour l'histoire. Je crois que j'avais même dit dans une vidéo, ah oui, clairement, l'intrigue de Tar Valon, elle va prendre le temps, et je pensais que les scènes qu'on avait là, il y en a une que j'avais pas prévue, mais on va dire, les accusations contre Siuan, je pensais qu'on les aurait vues genre milieu de saison 4, ou début de saison 4 peut-être, et qu'on aurait juste vu Elaida prendre de plus en plus de pouvoir à Tar Valon à ce moment-là, et évidemment conclure sur ça. Du coup, j'étais un peu surprise que ça aille aussi vite. Je trouve que ça manque un tout petit peu de construction et d'intrigue politique et de ressort là-dessus. Mais les actrices sont tellement bonnes dans leur rôle que je pardonne plutôt. Et je comprends, il faut aller vite. Et je pense vraiment, je le redirai, je pense à la fin, mais si cette saison, elle avait eu 9, voire 10 épisodes, elle aurait été parfaite. Et là, honnêtement, la saison, c'est un 9 sur 10, donc j'ai pas grand-chose à reprocher. Mais globalement, si t'avais donné un épisode de plus pour développer Tar Valon et Deux-Rivières, qui sont les deux gros points, je trouve, où ça manque de développement, ça manque d'heures d'écran, en fait. Ça aurait été de la perfection, cette saison. Mais bon, on a ce qu'on a, et comme pour Deux-Rivières, la conclusion est excellente. Je trouve que ça manque juste de construction avant. Et la scène que je savais qui arriverait à un moment donné, qui était triste et horrible, on voit Siuan se faire calmer. Elle est donc coupée de la source, et elle n'a plus accès à son pouvoir, elle ne peut plus canaliser, ce qui est quelque chose d'assez horrible pour une Aes Sedai, pour quelqu'un qui peut canaliser en général. On l'avait vu avec Logain en saison 1, quand on te coupe de la source, tu sens encore la présence du saidar dans le cas de Siuan, mais tu peux pas le toucher ou canaliser, et c'est quelque chose d'horrible, c'est un tourment vraiment très difficile à supporter, et la majorité des femmes qui ont été calmées, des hommes aussi d'ailleurs, perdent souvent la volonté de vivre, et c'est vraiment quelque chose d'horrible et de difficile, et donc on voit le pouvoir qui sort de son torse, et elle s'effondre au sol, et on a Liane à côté qui est enfermée dans un bouclier et qui hurle d'horreur. C'est vraiment un moment intense et horrible, et magnifiquement filmé et interprété, et waouh, et très beau visuellement, même si c'est très triste. Et je pensais un petit peu, comme je pense l'intégralité de tous les lecteurs des livres de la Roue du Temps, que cette intrigue s'arrêterait là. Ou potentiellement qu'on verrait Siuan ensuite enfermée, ou potentiellement essayer de s'échapper de prison. Mais on la retrouve plus tard, battue, probablement torturée, ensanglantée au sol au milieu du hall. Point à part, c'est que je trouve que cette scène est magnifiquement éclairée. J'aime beaucoup visuellement, cette scène est assez magnifique. J'ai trouvé ça assez intéressant visuellement parlant. On voit que Elaida a été élue comme la nouvelle siège d'Amerlin, et celle-ci demande que Siuan dise enfin la vérité sur les activités qu'elle a fait, elle et Moiraine, par rapport au dragon réincarné. Et on a là, ensuite, une scène absolument magnifique, superbe, qui, démontre les compétences de cette actrice magnifique, qui, prouve que les scénaristes savent écrire des très beaux discours, et 3, nous ont amené vers une scène que je m'attendais pas, et qui était horrible, touchante, brisante, magnifique. Siuan va donc parler... Elle commence son discours en disant qu'elle aime Moiraine, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, c'est très beau. Et elle va ensuite parler de la prophétie de Gitara concernant le dragon réincarné, et elle va parler du fait que le monde est en train de changer et que les sœurs ne peuvent pas rester enfermées derrière les murs en prétendant avoir le contrôle,
et elle parle du fait qu'Elaïda n'aime que le pouvoir, qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle ne défend rien hormis son propre pouvoir, et qu'elle devrait s'ouvrir et utiliser la lumière qui émane à travers elle, et elle leur dit que si elles restent là, elles vont brûler avec cette tour qu'elles prétendent aimer. Et qu'elle ne brûlera pas parce qu'elle est Siuan Sanche, et elle défie Elaïda, et la scène est absolument splendide. Elle est évidemment entrecoupée du combat entre Moiraine et Lanfear, dont on discutera dans les détails tout à l'heure, mais ce moment est absolument exceptionnel, il est magnifiquement tourné, il est magnifiquement monté justement avec le combat de Lanfear, etc. On a évidemment la réaction de Moiraine à la fin qui est brisante, vraiment briser le cœur, et ils ont fait une décision assez radicale. Elaïda et les sœurs qui soutiennent Elaïda à ce moment lui disent qu'elle a été condamnée à mort et ils tuent Siuan Sanche. Elle se fait décapiter, je vais pas montrer l'image ici parce que c'est horrible. Elle est donc morte, genre morte. Et ouais, et c'était un choc parce que Siuan Sanche, elle est pas morte à ce moment-là dans l'histoire. Elle se fait calmer, donc on la coupe de la source du pouvoir. Et ce qui est intéressant dans les livres, jusque-là, Siuan Sanche, on la connaissait pas vraiment, c'était un rôle assez lointain, on l'avait vu à droite à gauche à travers les histoires des autres, mais on n'avait pas passé beaucoup de temps avec elle. À partir du moment où elle se fait calmer, on a son point de vue à elle, et on la voit traverser justement les difficultés qu'ont les Aes Sedai quand elles ont plus accès au pouvoir, et elle va fuir et il lui arrive tout un tas d'intrigues, et son arc à elle est lié à l'arc d'un autre personnage que j'apprécie particulièrement, et quand je l'ai vu se faire calmer dans les scènes précédentes, j'étais on va avoir cet arc, et j'étais excitée pour cet arc-là parce que je le trouve passionnant dans les livres. Et donc vraiment, je m'attendais, j'étais triste qu'elle se fasse calmer parce que c'est un moment difficile pour elle, mais ça amène ce personnage qui avait une posture et une position particulièrement importante, ça la ramène au sol et ça la force à se reconstruire de zéro, ça la force à essayer de surmonter ces sensations horribles qu'ont les Aes Sedai ou les personnes qui peuvent canaliser, qui n'ont plus accès au pouvoir. Et j'étais vraiment intéressée, je me disais, à la saison prochaine, on va voir ça, on va voir ce parcours que va avoir ce personnage-là, et les difficultés que ça va amener, et toute la complexité que ça va amener. J'avais vraiment hâte de voir tout ça, et ils l'ont tué. Et je m'y attendais pas, c'était un choc. Je crois que je me suis littéralement levée de mon canapé. Genre, ah. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'insistais sur le fait que c'est pas parce que c'est pas fidèle que c'est pas bien. On verra ce qu'ils vont faire avec le personnage de Moiraine, puisque clairement, sa mort va avoir un impact sur Moiraine. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage de Leane aussi, de voir comment est-ce que la mort de Siuan va avoir un impact sur elle, va avoir un impact sur Elaïda. Ça va être intéressant de voir comment ils vont évoluer. Le personnage de Siuan, on l'a vu beaucoup plus dans la série qu'il n'est dans le livre en début, jusqu'à ce stade-là en fait. Et ça a été un personnage particulièrement intéressant. La relation qu'ils ont créée entre elle et Moiraine est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus profonde que ce qu'on a dans les livres, juste parce que dans les livres, c'est des personnages, même Moiraine, c'est un personnage qu'on voit pas autant qu'on aimerait, et accessoirement, tout est un peu suggéré dans les livres, pas montré de façon aussi évidente. Et j'ai adoré la façon dont ils ont construit cette relation, elle est très très belle, et que ce dernier moment de défiance de Siuan, et malheureusement sa mort, donne un coup de boost à Moiraine pour pouvoir combattre Lanfear. C'était un moment très intéressant. Donc pour la série en elle-même, séparée des livres, c'était un beau moment. On verra ce que ça donne ensuite, si ça valait la peine de se séparer de cette superbe actrice. Potentiellement, c'est elle qui voulait pas faire des saisons de plus, hein, parce qu'elle avait peut-être autre chose à faire dans sa vie. Et c'est peut-être un choix qu'ils ont fait, mais ça a l'air d'être un choix qu'ils ont fait consciemment. Il y a d'autres personnages dans cet épisode qui auraient dû avoir un destin différent, notamment. Et du coup, clairement, il y a eu un espèce d'échange entre ces deux personnages à ce moment-là. Et la scène était tellement belle que je veux croire que ça va être du positif pour la série. Et oui, c'est difficile de dire c'est positif pour la série de tuer des personnages, mais des fois c'est positif pour la série de tuer des personnages. Si vous regardez Lost, à la fin de la saison 1, il y a Boone qui meurt. Tout le monde a oublié Boone. Mais c'était important à ce moment-là, dans cette histoire-là, qu'il y ait ce personnage-là qui meurt, parce que ça permet de changer la dynamique de plein de personnages, parce que ça permet d'augmenter les enjeux, parce que ça permet plein de choses. La mort fait partie de notre expérience à tous en tant qu'être humain, et que ça doit faire partie de nos séries et de nos films. Est-ce que je suis heureuse qu'on n'ait plus Siuan Sanche, qu'on n'ait plus cette actrice fabuleuse, qu'on n'ait pas l'occasion de voir toutes ces intrigues que je mentionnais juste avant, qui auraient été superbes à voir? Non, je suis triste. Mais quel moment magnifique. J'ai d'ailleurs aimé qu'on ait de temps en temps des plans de réaction d'Elaïda, et Elaïda est de plus en plus
pas effrayée, mais on sent qu'elle est désemparée face à ce discours passionné que fait Siuan à ce moment-là. Et comme elle disait Siuan, elle n'a rien à lui opposer, elle n'a pas d'argument à lui opposer. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'est le pouvoir. Maintenant qu'elle a le pouvoir, tout ce qu'elle peut faire, c'est tuer les gens autour d'elle pour conserver ce pouvoir, mais elle n'a pas d'opinion. Je pense que la seule chose qu'elle voit en Rand et pourquoi elle veut que Rand soit calmé lui aussi et qu'il n'ait plus accès à ses pouvoirs, voire potentiellement qu'il soit mort, c'est parce que Rand, il a plus de pouvoir qu'elle, parce qu'il est le dragon réincarné. Et que là, ce qu'elle veut, c'est le pouvoir total. Et ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est que Elaida, c'est toujours pas une suppôt des ténèbres. Donc Elaida, là, elle a tué quelqu'un qui était une représentante de la lumière, une puissante Aes Sedai qui aurait pu être très importante pour la dernière bataille, pour combattre le ténébreux, mais elle l'a tué pour ses propres ambitions, donnant ainsi un avantage aux ténébreux. Ce qui n'est pas son intention, elle veut juste, elle, être puissante. Et c'est l'un des trucs qui est tellement passionnant dans la Roue du Temps, c'est les gens qui bossent pour le ténébreux, ils passent leur temps à s'embrouiller ensemble, et du coup ils se desservent, mais c'est pareil chez les gens de la lumière, qui s'entretuent entre eux, et qui s'engueulent entre eux, et qui se torturent entre eux, et que si tout le monde était capable de se mettre d'accord, ils seraient vachement plus efficaces, mais c'est compliqué. Tarvalon a manqué un peu de développement, mais c'est conclu tellement sur une note haute, sur ce moment horrible et magnifique à la fois, que je peux pas lui mettre une mauvaise note globale. Pas que je mette des notes particulièrement, mais bref, voilà. Magnifique moment, mais très très triste. Et on va maintenant refaire un petit retour en arrière, puisqu'évidemment, comme je disais, la scène de Siuan se passe en même temps que le combat entre Moiraine et Lanfear, mais on va revenir un tout petit peu en arrière, dans le désert des Aiel, pour discuter un peu de ce qui se passe avant qu'on arrive à Alcaïr Dal. On voit une scène que j'aime beaucoup, qui est Rand qui pleure toujours Alcera, et qui va aller récolter les courges comme il le devait. Et je trouve ça bien, c'est un peu comme la scène de Nynaeve et Mat qui mangent des nouilles. Je sais que c'est très étrange à comparer, parce qu'elles n'ont pas du tout la même vibe à ce moment-là, puisque celle de Rand, elle est très triste, là où celle de Mat et Nynaeve était joyeuse et rigolote. Mais c'est ces moments qui nous rappellent que, tu sais, c'est pas juste, on n'a pas juste eu « Oh, Alcera est morte, Rand a un peu pété les plombs à ce moment-là, mais on avance et puis tant pis, on n'en reparle plus ». Non, il y a des conséquences qui durent sur plusieurs épisodes. Nynaeve, elle s'est toujours pas remise de son test d'accepter, et on est 1 saison et demie plus tard. Et c'est bien qu'il fasse ça. Ça permet de garder le poids des moments sur le temps, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. On voit à quel point Rand, il a du mal à accepter ce qui s'est passé, même quelques jours plus tard. Et Egwene vient à ce moment-là pour le prévenir que les matriarches l'attendent, et on le retrouve dans le monde des rêves, où il va rencontrer à nouveau Lanfear, et il va la confronter. Et on a enfin Rand qui dit, et on comprend nous en tant que public, qu'il enfin voit Lanfear telle qu'elle est réellement. Le monstre qu'elle est, la personne qui recherche le pouvoir avant tout, et il la rejette. J'ai adoré d'ailleurs qu'ils font référence à Lusterine, où Lanfear dit « Ah, tu me rejettes parce que je refuse de me prosterner devant toi », et il lui dit « Non, je te rejette parce que t'es une psycho ». Ça n'a rien à voir, il lui dit notamment qu'elle est un monstre, etc. Et Lanfear le prend pas bien. Elle commence à canaliser, elle est pas heureuse. Et Egwene apparaît dans le rêve et bannit Lanfear. Le moment est cool, et on comprend donc que Egwene a réussi à maîtriser le fait de bannir les gens de ses rêves. Vu l'importance du moment, j'aurais probablement demandé à une des matriarches de le faire. Juste parce que Egwene commence à peine à maîtriser ça, et les matriarches, ça fait des années et des années qu'elles le maîtrisent. Mais bon, je comprends que pour le moment, symboliquement, c'était important que ce soit Egwene. C'est un détail. Les deux se réveillent et ils s'attendent à se faire attaquer immédiatement par Lanfear. Et j'ai adoré la troupe qu'on a là, entre Aviendha avec ses lances enflammées. Toujours, j'adore. Évidemment, Rand avec le pouvoir, Moiraine avec le Sarkanen, Lan avec son épée, l'une des matriarches qui avait dit d'ailleurs dans un épisode qu'elle peut pas canaliser qu'avec son petit couteau, Egwene, l'autre matriarche qui embrasse tous la source. J'ai trouvé ça trop classe, c'est un bon squad de attention, on va te démonter la tronche, et c'est très très cool comme moment. Mais Lanfear ne se pointe pas, et Rand fait un petit commentaire du genre « elle est pas aussi patiente que ça ». J'ai trouvé assez drôle. Et Rand, il commence à prendre, pour un gars qu'on vient de découvrir, qu'il couchait avec une rejetée depuis plusieurs temps, et apparemment tout le monde est au courant, il est devenu assez confiant en lui et en son pouvoir dans cet épisode et dans cette saison en général, et j'ai trouvé que ça se voyait particulièrement dans cette scène. Et Moiraine mentionne le fait que tuer Rand n'est pas forcément ce que Lanfear veut là tout de suite,
et qu'elle a potentiellement d'autres plans. Et d'ailleurs, on la voit, Lanfear, qui n'est pas donc allée tuer Rand, comme on avait sous-entendu, mais qui allait visiter Melindra, la fameuse Aiel qui a le tatouage de la grue dorée de Malkyr dans son dos et qui avait discuté avec Lan de Malkyr en début de saison. Et donc on découvre que cette dernière est une suppôt des ténèbres. Et Lanfear va lui dire qu'elle doit tuer Lan, ce qui la choque un petit peu, mais c'est une suppôt des ténèbres, elle est censée obéir. Au passage, on a plusieurs scènes à travers l'épisode, que je vais toutes réunir là pour discuter de ce sujet-là, avec Samael. J'avais tort dans ma vidéo il y a quelques semaines, Samael n'est pas mort. En tout cas, au début de cet épisode, il n'est pas mort, il a pas été tué par Rand, qui en vrai est plutôt logique. C'est difficile de tuer un rejeté, tu peux pas... En vrai, il s'était pris quelques éclairs et une maison lui était tombée dessus, c'est pas assez pour tuer un rejeté. Mais Moiraine le garde sous bouclier et l'empêche de canaliser, et elle veut qu'il enseigne à Rand l'utilisation du pouvoir par des hommes, en fait. C'est pour ça qu'il le garde là, emprisonné à cet endroit-là. Mais ça n'empêche pas Moghedien de venir le voir et de lui dire en gros qu'elle veut l'utiliser pour découvrir comment tuer un rejeté, parce que comme je le précisais, c'est difficile de tuer un rejeté, et donc elle va commencer à le torturer en lui enlevant le pouvoir, en lui enlevant ses organes, en lui enlevant je sais pas quoi de l'intérieur de son corps. C'est horrifiant, et j'aime pas particulièrement Samael, c'est pas un bon personnage, c'est un psycho qui veut tuer Rand, et tout ce qui passe, il parle du fait qu'il a ramené l'art de la guerre qui n'existait plus, les armées n'existaient plus, et le mec est super excité à l'idée de dire « Ouais, j'ai ramené des armées ». Pas une bonne chose, mec. C'est négatif comme impact sur la société. Donc c'est pas une bonne personne, mais même pour quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, le voir se faire torturer par Moghedien est horrible. Et on voit le résultat plus tard quand Lanfear et Ravin viennent visiter Samael et découvrent ce résultat-là qui est indescriptible. J'avais l'impression d'être dans un épisode d'Hannibal. C'est horrible. Et clairement, Moghedien a découvert comment tuer un rejeté, parce que je doute fortement que Samael se remette de cet état-là. On a une discussion un petit peu entre Lanfear et Ravin. Lanfear dit à Ravin que Moghedien viendra pour lui ensuite, puisque dans son niveau de compétence et d'utilisation du pouvoir, c'est sans doute lui le plus faible après Samael, après Moghedien aussi, mais après Samael. Et je voulais juste préciser que le look de Lanfear dans cette scène, c'est juste cette scène, le reste de l'épisode, elle a pas ce look-là, mais dans cette scène, elle a un look absolument hallucinant, et ok, j'aime beaucoup. De toute façon, globalement, les costumes dans cette saison ont été incroyables. Vraiment, je pourrais faire un slideshow de mes costumes favoris, il y en a tout un tas, mais il y en a plein qui sont là juste pour une scène, et qui ne réapparaissent plus ensuite, et tu te demandes pourquoi ils ont pris la peine, mais j'ai trouvé ça juste cool. J'espère qu'on le reverra, ce look, il est assez impressionnant, enfin bref, c'est classe. Et donc c'est la fin de Samael. On continue à voir le conflit entre les rejetés, c'est pas la joie dans ce groupe-là, et ça sera très intéressant de voir la suite de ces intrigues-là en saison 4. S'il te plaît, Amazon. Vu qu'ils ont peur que Lanfear attaque, Moiraine dit « Ok, il faut qu'on parte tout de suite pour Alcaïrdal », et ils font donc le chemin vers ce lieu. On voit Rand et Rhuarc qui discutent un petit peu de comment persuader les Aiel de l'accepter comme le Caracan. Rand dit un peu j'ai les 2 tatouages, ça va pas suffire, et Rhuarc lui dit que c'est pas... potentiellement ce sera pas si simple que ça, et Rand mentionne le fait que il suffit que j'explique à tout le monde ce que j'ai vu, à Rhuidan, et Rhuarc lui dit non, les Aiel sont pas du tout prêts à entendre la vérité sur leur peuple, notamment ils sont pas prêts à entendre 2 éléments qui sont importants, qui sont qu'ils suivaient le paradigme de la feuille, pour un peuple qui est aussi fier d'être guerrier, et ça fait tellement partie de leur culture de se battre, que ça semble complètement inacceptable, et ils ont aucun respect pour les Tuathan. Vraiment, ils les trouvent lâches et méprisables. Mais, et le deuxième argument est peut-être le plus important, c'est qu'ils ont trahi leur promesse. Alors c'est une promesse qui a été faite il y a des milliers d'années, mais le fait que leur peuple a été construit par un groupe de Tuathan qui a cassé une promesse, c'est pour une société qui est construite autant autour de la notion d'honneur et de le To, le Ji, etc., dont on a beaucoup entendu parler depuis la saison 2, c'est quelque chose qui va les perturber profondément et potentiellement briser cette société-là. Donc Rhuarc lui dit non, il y a une raison pour laquelle seuls les chefs connaissent ce secret, il y a une raison pour laquelle ils ne la partagent pas avec les autres. Durant cette marche, on a aussi une conversation entre Moiraine et Lan, et Moiraine globalement dit qu'elle pense qu'elle n'est pas certaine, qu'elle a vu trop de futur pour savoir exactement quand est-ce qu'elle va mourir, mais qu'elle a
de la sensation que ça pourrait être aujourd'hui. En gros, la relation entre Moiraine et Lan est tellement subtile, j'aime beaucoup ces petits moments-là, qui durent pas très longtemps, mais on voit à la fois l'inquiétude de Lan et la détermination. J'aime beaucoup ces petits moments, les acteurs font un très bon boulot. Quand ils arrivent à Altaïr Dal, il y a beaucoup d'Aiel évidemment, les Shaido sont déjà là, et Lanfear apparaît et va aller voir Savannah et Couladin, et elle va donner à Couladin les 2 tatouages de dragon sur les avant-bras, afin qu'il puisse prétendre être le Caracal, qui promet un petit conflit dans la suite. Savannah a toujours un look absolument incroyable, Couladin est inutile comme d'habitude. On a ensuite une scène où Melindras s'approche de Lan. On voit très bien et très vite, et Lan le comprend quasiment immédiatement, qu'elle essaye pas vraiment de le tuer. Elle va en fait lui dire qu'elle est un suppôt des ténèbres, et qu'elle est devenue suppôt des ténèbres à l'époque pour protéger Malkier, pour essayer de sauver Malkier, mais que là, vu qu'on lui demande de tuer Lan, ça reviendrait à détruire Malkier, puisqu'il est l'héritier de ce royaume, il est censé être le roi de Malkier, qui n'existe plus. Et du coup, elle refuse et elle veut donner un avantage à Lan et à Moiraine par rapport à Lanfear, parce que Lanfear croira que Lan est mort, et donc il pourra la surprendre. Ce qui est intéressant dans cette scène, en dehors des émotions sincères qu'il y a dans ce moment-là, c'est qu'on voit les conséquences de ne pas respecter un serment avec le ténébreux. C'est-à-dire que quand tu deviens suppôt des ténèbres, c'est pas juste « Ah ouais, finalement, je vais bosser pour le ténébreux, basta ». Non, tu prêtes un serment, et si tu ne respectes pas ce serment, tu meurs. Et je crois que Lan mentionne le fait que tu ne pourras pas te réincarner. Dans un monde où tout est cyclique et tu reviens, tu te réincarnes sans cesse, c'est un destin assez horrifique et horrible. Et le fait qu'à ce moment-là, elle accepte, et ça justifie pourquoi il y a des gens qui ont tué leurs propres enfants pour respecter leur serment, pourquoi les gens font des choses assez horribles au nom de ce serment envers le ténébreux. Mais là, le fait qu'elle accepte cette mort montre aussi son attachement à Malkier et son respect pour Lan et tout ça, et c'était un beau moment. On a une scène ensuite que je vais pas pouvoir beaucoup analyser, mais je voulais la mentionner parce que moi, elle m'a fait plaisir et elle nous promet des choses potentiellement pour la suite qui seront très intéressantes que j'ai hâte de voir. Je vais rester très floue parce que spoiler. On a Rand qui observe le désert et qui voit au loin une silhouette apparaître. Elle ne reste pas longtemps, à la seconde où il tourne les yeux, elle disparaît. On a juste une petite silhouette qui apparaît au fond. Et c'est juste une demi-seconde, c'est pas important, ça n'a pas beaucoup d'impact, ça n'a aucun impact sur l'épisode. C'est juste que ça nous informe de certaines choses, pour les gens qui ont lu les livres, potentiellement. Et ça me fait penser à quelque chose, qui est que cette saison, surtout si on compare à la saison 1 et 2, radicalement, il y a une grosse différence pour Rand, et sur ce que Rand a fait dans cette saison, qu'il faisait très très peu en saison 1 et même en saison 2, qui est qu'il a beaucoup canalisé cette saison. On l'a vu à plusieurs reprises, et pas qu'un petit peu, c'est-à-dire que quand il a canalisé beaucoup. Et canaliser pour un homme, même Rand, ça a des conséquences. Et potentiellement peut-être, le fait qu'il voit des silhouettes de gens qui sont probablement pas là, c'est peut-être lié au fait que cette saison, il a beaucoup canalisé. Et j'espère fortement que certaines choses arriveront dans les prochaines saisons. Ok, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est assez flou pour que tu puisses comprendre ce que tu comprends par rapport à la série, même si t'avais aucune information, et que pour les gens qui ont lu les livres, on soit heureux ensemble. Je sais pas si c'est bien d'être heureux, c'est juste que j'aime bien ces scènes dans les bouquins. Bref. On a une super conversation entre Rand et Moiraine qui est juste après ce moment-là. Super conversation. Je crois que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'adore les conversations entre les personnages. Quand elles sont bien écrites, évidemment. Et La Roue du Temps écrit particulièrement bien les conversations. Et ce qui est intéressant, c'est que Rand et Moiraine, ils en ont eu plusieurs, des conversations comme ça, juste tête à tête, où ils essayent de se parler. Et cette saison, il y en a eu vraiment un certain nombre. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas à se parler, ces deux personnages. Ils s'entendent pas. Moiraine n'est pas honnête à 100%. Elle ment pas, parce que c'est une Aes Sedai, elle peut pas mentir, mais elle contourne la vérité, etc. Et donc elle est pas honnête à 100% avec Rand. Rand est têtu et obstiné, et il ne veut rien dire à Moiraine parce qu'il a peur que tout ce qu'ils lui disent soit utilisé contre lui. Donc pendant toute la saison, ils n'ont pas communiqué. Et là, enfin, ils ont une conversation honnête qui commence avec Moiraine qui lui dit qu'il a eu raison de venir ici et donc de pas aller à Tyr parce qu'il va réussir à obtenir une armée puissante de guerriers, etc. Et elle va avouer notamment que oui, elle a participé ou elle a organisé l'attaque à Tar Valon, qu'elle a essayé de séparer Rand et Egwene et Rand et Lanfear, et Rand va lui dire qu'il comprend.
qu'il accepte qu'elle l'a fait, qu'elle a réussi globalement à séparer Rand de toutes ces femmes, et il accepte qu'elle est celle qui veut la même chose que lui. Et Moiraine lui dit « Attention, je veux pas que toi, tu ailles bien et que tu sois heureux, globalement. Je veux pas que tu réussisses. Je veux que tu arrives à la dernière bataille en sachant que tu peux gagner pour la lumière. » C'est ça son objectif. C'est pas qu'elle s'en fout de Rand, mais si elle pense qu'il peut pas réussir, elle serait prête à le tuer, plutôt que le laisser devenir un suppôt des ténèbres ou échouer, en gros. Elle fait tout pour gagner la dernière bataille. C'est ça son objectif. Et Rand comprend enfin, accepte enfin que Moiraine n'était pas quelqu'un qui essayait de l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Elle était là pour le guider dans la bonne direction. J'ai moyennement apprécié le fait qu'ils disent qu'elle était la seule à avoir toujours été avec lui, parce que j'ai trouvé que ça ressemblait à une attaque contre Egwene. Il y a plusieurs moments dans cet épisode où c'est des regards souvent entre Egwene et Rand. J'ai pas de problème avec le fait que les deux s'embrouillent. J'ai des problèmes avec le fait que potentiellement Rand sous-entende que tous ses amis l'ont abandonné, qu'il y a que Moiraine qui était derrière lui, quand, dans la série, il a prétendu être mort pendant 1 an, et que quand il est revenu, pendant 6 mois, je sais plus combien de temps ça a duré, mais il a prétendu être mort, et quand il est revenu, tous ses amis se sont ralliés autour de lui. Egwene a accepté de quitter Tarvalon pour le suivre, et alors oui, ensuite elle a passé du temps avec les matriarches, mais enfin tout ça c'est aussi pour l'aider. J'ai l'impression qu'il a un peu... Je suis très heureuse qu'il comprenne enfin ce que fait Moiraine, et qu'il accepte qu'elle l'a aidé, et que même les choses pas cool qu'elle a fait, c'était pour l'aider. J'aurais préféré qu'il le fasse sans s'en prendre aux autres qui ont aussi essayé de l'aider. Et à la limite, on pourrait dire que Mat, Perrine, Nynaeve ne l'ont pas accompagné, mais Lan, on peut dire qu'il est avec Moiraine. Mais Egwene l'a suivi à la seconde où elle a su qu'il était vivant, elle est restée avec lui non-stop. Du coup, je trouve ça pas cool. Mais c'est un détail, j'ai beaucoup aimé cette conversation. Rand lui dit qu'ils ont le même objectif, et que qu'il a réussi à arriver jusque-là uniquement grâce à elle, et c'est un très beau moment de compréhension entre les deux, et à ce moment-là, ils décident donc de ce qu'ils vont faire ensemble, pour la première fois de toute la saison, de toute la série d'ailleurs. Rand va partir essayer de convaincre les Aiel, donc qu'il est le Caracal et le chef des chefs, et donc que les Aiel le suivent, et Moiraine va le protéger, ou essayer de le protéger contre Lanfear. On arrive à Alcaïr Dal, la confrontation avec Couladin va commencer. Évidemment, il arrive, il montre ses tatouages qui lui ont été donnés par Lanfear et prétend être le Caracal. C'est un moment assez intense, il y a des tonnes d'Aiel autour d'eux. Pour une fois, il y a plein d'Aiel. J'avais reproché plutôt à la série de ne pas montrer beaucoup d'armées, de beaucoup d'Aiel. Là, cette fois-ci, il y en a plein partout. Rand va donc débarquer, faire la même chose, dire non, il raconte n'importe quoi, je suis le Caracal. Et il va dire à Couladin, moi j'ai pas peur de dire ce que j'ai vu. Et on voit immédiatement, le seul truc que j'ai trouvé surprenant, c'est que là, tous les autres chefs auraient pu conclure que Couladin n'était pas allé à Ruidan, juste parce que le fait qu'ils disent « Oh, c'était Ruidan, c'était un lieu sacré, je suis sacré pour y être allé, et ce que j'ai vu, c'est qu'on a toujours été un peuple de guerriers. » Ok, t'y es pas allé. Immédiatement, tout le monde sait que t'y es pas allé. Mais Rand va avoir 2 points qui sont des excellents points pour son argument. Qui est il va parler de la prophétie. Il va dire, la prophétie dit que tu dois avoir du sang Aiel, et donc son père était un Aiel, mais avoir grandi à l'extérieur, loin, de l'autre côté du mur. Il lui dit, regardez, où est-ce que vous avez envoyé vos guerriers pour chercher le Caracal? Et la prophétie dit aussi qu'il doit détruire les Aiel, et pour ça, il va leur dire la vérité. Il va leur dire qu'ils ont brisé la promesse, il va leur dire qu'ils étaient des gens avant qui suivaient le paradigme de la feuille, etc. Ce qui est important de comprendre, je pense, à ce moment-là, c'est que cette révélation, elle est vraiment... Quand ils disent ça détruit le peuple Aiel, oui, parce que c'est vraiment leur construction en tant que société se base sur ces 2 principes qu'ils sont un peuple guerrier qui ont un code d'honneur extrêmement strict, et que quand t'as grandi dans ce contexte-là, ça fait partie de ta personnalité, en fait. Rand, l'avantage pour lui, c'est que vu qu'il a grandi à l'extérieur, même si c'était une révélation particulièrement intéressante et potentiellement un peu choquante d'apprendre ces choses-là, ça ne change pas sa construction de lui-même, en fait. Il reste qui il est, ça n'altère pas sa réalité. Pour l'intégralité des gens autour de lui, à l'exception de Egwene peut-être, c'est quelque chose de très radical, c'est quelque chose qui peut potentiellement détruire la société Aiel complètement. Et donc c'est un moment choquant, on voit les Aiel qui commencent à être prêts à se battre, etc. Et Rand, face à ce doute et à cette
et à ses questionnements et à ses cris et à ce potentiel conflit, commence à canaliser et il va amener la pluie dans le désert, globalement. Grande scène assez spectaculaire. J'ai beaucoup reproché au final de la saison 1, au final de la saison 2, de manquer de moments épiques. Et autant vous dire que la saison 3 a fait disparaître ce reproche. Entre l'épisode précédent et la bataille de Deux-Rivières, qui était assez épique, et l'intégralité de cet épisode-là, mais surtout entre Rand qui fait pleuvoir dans le désert et le conflit de Moiraine et Lanfear, j'ai été servie en épique et j'étais très heureuse. Parce que pendant que Rand est en train donc de parler et ensuite de canaliser, Moiraine le protège. Il protège la rencontre en globalité en utilisant le Sarkhanen et elle va se faire attaquer par Lanfear de façon assez violente. Ce combat est exceptionnel. Comme prévu, Lan va venir à son aide et surprend Lanfear. Lan, il n'a pas beaucoup de chance face à Lanfear, quoique il utilise une épée, si vous vous souvenez, l'épée qu'il utilise est une épée particulière qui peut blesser les rejetés. Mais comme il l'a pris par surprise, ça permet à Moiraine de reprendre le contrôle du Sarkhanen et de contre-attaquer, et on a des visuels exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. C'est vraiment... Ce conflit, il est extraordinaire. J'étais sur le bord de mon sofa en train de me dire « c'est trop bien ». On voit à un moment donné, on voit Moiraine qui utilise le pouvoir pour transformer le sable en verre et en couteau qui vont essayer d'aller transpercer Lanfear. C'est fabuleux. On va voir Lanfear qui va utiliser le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est que c'est pas le saïdar ou le saïdin, tu utilises la source directement. Il y a que le ténébreux qui peut te permettre de faire ça, donc il y a que les rejetés qui peuvent faire ça. Et c'est un immense combat. On va voir que Lan la blesse avec son épée et qu'elle a du mal à se guérir. Mais globalement, malgré Lan et son épée, malgré Moiraine et le Sarkhanen, Lanfear prend clairement le dessus. Elle réussit à repousser Lan au loin, qui était attendu, comme je disais. Lan, il a globalement assez peu de chance face à une rejetée avec un pouvoir pareil. Et elle va finir par poignarder Moiraine. Et elle est terrifiante. En toute cette scène, elle est absolument terrifiante, Lanfear. Mais à ce moment-là, on a la scène avec Siuan, qui va mourir. Et Moiraine va sentir sa mort, va hurler de rage et de désespoir, utiliser cette rage pour continuer à se battre. Elle va réussir à sortir l'épée, utiliser le Sarkhanen et blesser Lanfear assez violemment. Et on va voir Lanfear non seulement avoir l'air effrayé, première fois de toute la série qu'on la voit avoir l'air sincèrement effrayée et fuir. Moiraine a réussi à faire fuir une rejetée qui est exceptionnelle et elle va donc ensuite s'effondrer, blesser et pleurer la mort de Siuan dans les bras de Lan, ce qui est une très jolie scène. Ce combat était extraordinaire, j'aimerais pouvoir en parler pendant 3 heures, je pense que je pourrais si je me laissais aller, je me contrôle. Il était extraordinaire parce qu'il était mêlé à ce discours de Siuan, parce que du coup il était mêlé aussi aux scènes avec Rand, et ça fonctionne vachement bien, on sent les enjeux émotionnels et physiques, on sent la puissance incroyable de Lanfear, et ça fonctionne bien, et je pense que moi et l'intégralité de tous les lecteurs, on s'attendait à ce que ça se termine autrement. Ça fait partie des nombreux changements, qui est que là, dans les livres, spoiler. Je sais pas, j'allais dire autre chose, j'allais dire ce qui se passait dans les livres, mais comme je me demande si la scène des livres, elle va pas être reportée à plus tard, du coup, je vais pas le dire. Ça se termine autrement, donc je m'attendais vraiment à une scène radicalement différente à ce moment-là. Alors qu'il commence à pleuvoir, Lan va ramener Moiraine vers Alcaïdar. On va voir Rhuarc qui déclare Rand le Caracal. La pluie dans le désert, les Aiel, ils ont une relation avec l'eau et la pluie en général particulièrement intense, parce que c'est très rare pour eux. Les gens se battent et meurent pour avoir accès à des puits. Ils vivent dans le désert, c'est quelque chose d'important. Donc, avoir quelqu'un qui peut faire pleuvoir, oui, c'est le chef des chefs, c'est le Caracal. On va voir les matriarches et même Aviendha se prosterner devant lui. La seule qui reste debout, c'est Egwene, qui va lui dire au bout d'un moment, lâche le pouvoir, il faut que tu relâches les choses, et qu'il le regarde avec un air un peu effrayé quand même. Et la saison se termine avec un plan sur Rand qui regarde Egwene, et c'est la fin de la saison 3 de La Roue du Temps. C'était une fin de saison assez exceptionnelle, c'était un épisode fabuleux, et globalement, comme je l'ai dit un peu précédemment, c'était la meilleure saison de La Roue du Temps qu'on ait eue, et j'espère vraiment qu'on aura une saison 4, s'il vous plaît Amazon. Et j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire un arc pour tous les personnages. Je trouve qu'il y a des arcs qui sont un peu moins travaillés que d'autres, clairement Deux-Rivières et Tar Valon.
trouve que Tanchiko et le désert des Aïels, on estime que c'est les 4 arcs principaux qu'on a eus, Tanchiko et le désert des Aïels étaient vraiment les plus travaillés. Il y avait un gros focus sur Rand et Moiraine cette saison, avec l'épisode 4, très clairement, qui était centré sur eux, et le dernier épisode, l'épisode 8, était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup d'amour en mon cœur pour l'épisode 6, que j'ai trouvé fabuleux. Vraiment, j'ai adoré l'épisode 6, je pense que c'est potentiellement mon épisode préféré de tous. Quoique cet épisode 8, là, maintenant, commence à remonter l'écran de mes meilleurs épisodes. Mais c'est ça qui est intéressant sur cette saison, c'est que 6 et 8, excellent. Mais l'épisode 4, c'est fabuleux. L'épisode 4, on était à Ruidan, et on avait les visions de Moiraine et celles de Rand, exceptionnel. L'épisode 1, avec le conflit des Aes Sedai au début, splendide. Et vraiment, on a vraiment eu des épisodes très très forts dans cette saison. Les autres épisodes étaient bons, il n'y en avait aucun qui était particulièrement mauvais. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'ils fassent différemment, mais je pense que c'est principalement dû au fait qu'on n'a pas le temps. Il faut plus d'épisodes, s'il vous plaît. Une saison 4 et 10 épisodes. C'est pas trop demandé quand même. Et vraiment, on a eu quelque chose qui fonctionnait bien cette saison. Ils ont un rythme qui fonctionne bien. Ils ont des personnages maintenant qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent leur façon de parler, leur façon d'évoluer, etc. Ils ont un rythme qui fonctionne très bien. On a un bon rythme entre les moments plus calmes, les moments d'action, et ça marche bien. Ils ont commencé à nous introduire de plus en plus de lore des différents peuples, des créatures magiques, de plus en plus de magie en général. On a vu plein de monde canalisé. C'est vraiment bien. On a des scènes d'action qui fonctionnent parfaitement. C'était très efficace. Et ouais, globalement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Je suis très curieuse de voir où est-ce qu'ils vont aller sur la suite, parce que ils ont fait des changements assez drastiques sur cette fin de saison, qui fait que je sais pas du tout où ils vont aller. Certains personnages, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire avec, et je suis très curieuse, et j'ai très hâte de voir la suite. Je pense qu'on n'aura pas, même si on a une saison 4, j'espère, je doute qu'on la voit avant 2 ou 3 ans, soyons honnêtes. Mais on aura tous le temps de spéculer à l'infini sur ce qui potentiellement va se passer. Moi, je vais avoir le temps de reprendre ma lecture et d'avancer pour faire en sorte que la série n'aille pas plus vite que moi dans mon rythme de lecture. Donc je pense que je lirai le tome 7 probablement cette année. Peut-être le tome 7 et le tome 8. C'est des gros bouquins, donc je prends mon temps pour pas m'épuiser à la lecture et pour que j'ai le temps de lire autre chose aussi. Mais je pense que j'essaierai de faire 7 et 8 cette année. Et c'était une très très bonne saison. Ça m'a donné envie de lire les livres, ce qui est toujours un bon signe. Vraiment un très très bon signe. Et j'espère que vous l'avez aimé cette série, cette saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs. Est-ce que vous avez hurlé au changement de cet épisode? Que vous comprenez pourquoi ils les ont fait? Est-ce que vous êtes curieux, comme moi, de voir ce que ça va donner sur la suite? Est-ce que vous allez abandonner la roue du temps parce que Xuan n'est plus là et Loial n'est plus là? Ils ont tué 2 personnages qui devraient être encore vivants à ce stade de l'histoire. Fou. C'était particulièrement intéressant de discuter de tout ça, de voir les commentaires, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement sur Univers Fantasy. Je parle assez régulièrement de bouquins si vous êtes intéressés. J'ai parlé beaucoup des Anneaux de Pouvoir si vous voulez voir ça plus loin dans ma chaîne. N'hésitez pas. On se retrouve pour la saison 4, j'espère. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté. À très bientôt. Bye bye!